أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج الحوار مفتوح. موضوعنا اليوم التكنولوجيا المعلومات والاتصال. التكنولوجيا المعلومات والاتصال في تونس وفي علاقاتنا مع القارة الإفريقية. ضيوفنا اليوم ثلاثة ضيوف جاونا من جمهورية ساحل العاج، الريبوبليك دو كوت ديفوار، وهذاك علاش الأخيان ما ينطقوش باللغة العربية. ليميسيون تاعنا دو مانيير اكسبسيونيل باش تصير باللغة الفرنسوية. Nos invités sur le plateau aujourd'hui seront Monsieur Loukou Kouadio Michel, administrateur du patronat ivoirien chargé d'éthique. Président, soyez le bienvenu. Merci. Bonne arrivée, comme on dit, à Abidjan, ou à Kouaba aussi, c'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire aux invités. Bienvenue à Kouaba, chez vous, Président Loukou. Merci. Patrick, mon ami Patrick Mbeng, PDG du groupe, ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié ton nom, mais je fais du vrai plaisir, Patrick. Patrick Mbeng, PDG du groupe Innova et président de Gothic. Patrick va nous présenter tout à l'heure le groupe Gothic. Sois le bienvenu parmi nous, Patrick. Merci. C'est Kamel Labidi من تونس. كمال العبيدي PDG du groupe ID. ذي فراج على الحصة نتاعنا، تعدى يا 2 mois معانا في موضوع في علاقة تونس مع إفريقيا السوداء. Soyez le bienvenu, si Kamel, parmi nous. Aïch. Notre dernier invité qui nous vient aussi de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Sejoas, qui est PDG d'ISNA et qui est coordinateur du CERTIC, secrétaire de la commission TIC du patronat. Soyez le bienvenu. Merci. Merci. Président, comme le veut la tradition en République de Côte d'Ivoire, je vous demanderai quelles sont les nouvelles du pays. Ben, les nouvelles sont très bonnes. Vous voyez que on est tous souriants. La Côte d'Ivoire va mieux parce qu'on sort d'une situation difficile que vous avez connue. Et je voulais vous transmettre les salutations de nos autorités, de nos gouvernants. Merci Président. La Côte d'Ivoire est passée quand même par une période assez exceptionnelle d'une douzaine d'années de crise. La Côte d'Ivoire se réconcilie aujourd'hui avec elle-même, elle se réconcilie avec le reste du monde. À quel stade nous en sommes aujourd'hui sur ce plan-là? Ben, je vous ai dit tantôt qu'on sort de loin. On vient de loin. Chaque pays a connu sa crise. Et les enfants de la Côte d'Ivoire savent s'asseoir, se regarder dans les yeux et parler. Parler. Vivre ensemble. C'est ça, aujourd'hui, le slogan du président Alassane Ouattara. C'est de vivre ensemble. On ne peut pas vivre, effectivement, sans nuire. Mais à un moment donné, il faut s'asseoir. On ne regarde plus le rétroviseur, mais on regarde devant. Oui, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Sur la bonne voie de la réconciliation. Merci, Pas plus tard qu'une semaine, il y a une semaine, nos autorités, nos gouvernants se sont assis ensemble avec l'opposition. Je pense qu'aujourd'hui, nous commençons à regarder tous dans le viseur devant nous. Et la crise est derrière nous. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un défi. Yako, Président, nous en sommes heureux pour nos frères ivoiriens. Sur ces paroles sages, j'aimerais demander à Patrick. Patrick, vous êtes ici à l'occasion je pense, vous êtes ici en marge de la tenue du forum organisé par l'Institut des chefs, l'Institut arabe des chefs d'entreprise. Patrick, vous recherchez quoi sur le territoire tunisien aujourd'hui? D'accord. Je vais commencer par remercier la chaîne de nous avoir fait l'honneur d'inviter la Côte d'Ivoire sur ce plateau télévisuel. En effet, nous sommes venus dans le cadre du forum Tunis-Afrique pour nous enquérir de la nouvelle stratégie de la Tunisie vis-à-vis de l'Afrique, parce que l'Afrique a des challenges, l'Afrique doit se développer, en particulier la Côte d'Ivoire, et il était important que nous nous associons avec toute l'expertise tunisienne
dans la mise en œuvre des grands chantiers informatiques de l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est l'enjeu de notre présence ici, et nous sommes venus tisser des liens de partenariat avec les opérateurs tunisiens dans cette perspective. Merci Patrick. Kamel Abidi, l'éthique entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, un petit bilan des relations tuniso-subsaharo-africaines, je ne sais pas si ça se dit, mais quelles sont les relations entre les opérateurs tunisiens aujourd'hui avec les autres pays de l'Afrique subsaharienne? Les relations ont repris depuis environ 2-3 ans. Elles sont très prometteuses dans la mesure où les opérateurs tunisiens sont très intéressés par le marché ivoirien de manière générale et par le rayonnement que peut avoir la Côte d'Ivoire dans toute la région. Et c'est en ce sens que pour nous autres opérateurs tunisiens, il est important d'avoir des pieds-à-terre à Abidjan. Donc Abidjan est une porte d'entrée pour le reste de, Tout à fait. pour le reste de la sous-région. Elle l'a toujours été dans plusieurs domaines, et en particulier dans le domaine d'éthique, parce que le niveau des informaticiens, je dirais, le niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire est très important. Nous partageons une langue Ce n'est pas, commune. ça m'arrive de vous interrompre, mais ce n'est pas un hasard. C'est quand même le fruit d'une volonté politique voulue déjà pendant de longues années par le président Houphouët. Donc ça s'est pas fait tout seul. C'est un petit peu, donc la Côte d'Ivoire a évolué parallèlement avec la Tunisie, les deux présidents, dont les noms d'ailleurs portent tous les deux les initiales HB, Habib Bourguiba et Houphouët Boigny, ont tous les deux opté, ont fait le choix de l'éducation. C'est bien cela. Tout à fait. Et on voit aujourd'hui le résultat de cette vision, comme disait le président, qui a été bâtie il y a 50 ans, il y a 55 ans. Et aujourd'hui, on voit le résultat. La langue est devenue un des facteurs qui font qu'aujourd'hui, nous autres Tunisiens, nous préférons avoir Abidjan comme point de rayonnement. La langue française, vous voulez dire, l'usage commun de la langue française, c'est bien cela. Voilà. Oui. Et voilà. Absolument. Monsieur C, oui. Je sais, la Côte d'Ivoire compte 65 ethnies. Tout à fait. Et comment vivez-vous cette diversité? Est-ce qu'elle ne peut pas poser à un moment ou l'autre des soucis à l'autorité publique? Comment concilier pratiquement, c'est un pays où il y a où il y a plusieurs peuples qui partagent un même territoire. Est-ce que c'est simple à gérer? Oui, disons que 65 ethnies, c'est plutôt un facteur de diversité culturelle, donc d'enrichissement. C'est une opportunité qui s'offre justement au peuple ivoirien de capitaliser sur les pratiques, je veux dire, régionales, et puis de sortir de là quelque chose qui peut servir le monde. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on se rend compte que depuis la politique volontariste de notre premier président, le chef de l'État, le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Le père fondateur. Le père fondateur, merci. Il y a eu cette volonté de ne pas créer de clivage sur la base ethnique, mais de pensée collective. Ni ethnique, ni religieuse, voilà. parce que la Côte d'Ivoire couvre pratiquement toute la panoplie de religions existantes. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment un État où tout le monde a la possibilité d'exprimer ses convictions. C'est garanti d'ailleurs par la Constitution. Donc il n'y a pas de ségrégation sur la base de l'origine religieuse ou de l'origine ethnique. C'est plutôt une vision, on va dire, volontariste de créer quelque chose à partir de ressources diverses et puis de sortir quelque chose qui soit suffisamment harmonieux, comme l'arc-en-ciel, quelque chose qui fasse beau à voir et qui soit plaisant. Cette diversité peut quand même poser des problèmes au niveau de l'identification des nationalités à un moment ou l'autre, Patrick. Est-ce que la biométrie peut faciliter le travail du législateur, de ceux qui nous gouvernent? Il est clair qu'avec cette diversité, il y a des problématiques de patronyme qui se posent, et la technologie biométrique est une des technologies qui permet de régler un certain nombre de problèmes de ce type, notamment de la sécurité, de la traçabilité, de l'homonymie. Et nous pensons que dans tout le processus administratif qu'on est en train de mettre en place, la biométrie avec la dématérialisation qui s'opère va être un facteur de sécurisation et je dirais d'harmonisation de tout ce qui est état civil, passeport, carte d'identité, permis de conduire, etc. Voilà.
Président, la biométrie est employée aujourd'hui à l'entrée de l'aéroport Fouet-Boigny à Abidjan. Nous avons, les Tunisiens, nombreux Tunisiens ont été frappés par la facilitation des formalités administratives à l'arrivée de l'aéroport d'Abidjan. Est-ce que la biométrie connaîtra d'autres utilisations en République de Côte d'Ivoire en dehors du contrôle des frontières? Merci. Mais je dis au-delà même de la biométrie, il faut voir d'une manière générale, c'est les nouvelles technologies, c'est les TIC qui ont porté beaucoup et qui apporteront toujours. Vous voyez, la Tunisie est un peu, pour ne pas dire un peu en avance, c'est pour cela que nous sommes là. Mais le président Houphouët-Boigny et son frère au Bourguiba, HB, là vous m'apprenez quelque chose, HB, j'ai pas fait la nuance, ont compris. Ils avaient la même vision. Mais malheureusement, nos politiciens ont une autre sensibilité de la démocratie. Sinon, dans les années 60, lorsque nous avons acquis l'indépendance, Houphouët-Boigny a ouvert la Côte d'Ivoire, je dirais, à tout le monde, la CEDEAO. Il n'y avait pas de division, il n'y avait pas de groupe ethnique. On ne connaissait pas, moi je fréquentais avec des gens qui venaient du Nigeria, du Burkina. Il n'y avait pas tout cela. On avait vécu en symbiose. Aujourd'hui, je dis, il ne faut plus regarder en arrière, il faut reconstruire. Donc, pour revenir à votre question, oui, à un moment donné, nous sommes au stade de recensement de la population. Oui, il faut identifier, à un moment donné, il faut s'arrêter, faire le point. Combien nous sommes aujourd'hui? Mais il y a un recensement en cours actuellement en République de Côte d'Ivoire. Oui, le recensement, c'est pour cela que nous saluons cela, parce qu'à un moment donné, nous voulons quand même savoir combien nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas politique, quand bien même... Oui. La politique n'est qu'un volet parmi tant d'autres. Tout à fait. Donc le président Oufou avait compris que celui qui maîtrisera les technologies, parce qu'il y a quand même 20 ans, on a parlé de la télévision scolaire, vous avez connu cela, hein, on était un peu en avance. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je dis, c'est pas nouveau. Et qui émettait depuis Bouaké. Qui émettait depuis Bouaké. Depuis Bouaké. Nos présidents avaient cette vision. Bon, aujourd'hui, avec ce nouveau outil, effectivement, on parle d'autoroute, l'informatique, la biométrie, vous parlez, e-gouvernement, e-santé, e-éducation. Donc, vous voyez, l'importance de cet outil aujourd'hui dans le développement, moi je parle de développement, hein, d'un pays dont la Tunisie a eu besoin à un moment donné. Si Kamel Abedi, où en est la Tunisie par rapport à la biométrie aujourd'hui? C'est même pas dans le pipe. C'est pas dans le pipe. Ça veut dire que le sujet n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Je n'ai entendu aucun officiel, politique ou non politique, parler d'un projet autour de la biométrie en Tunisie. Et permettez-moi de préciser... C'est-à-dire qu'on ne considère pas que ça soit une priorité aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ils n'en parlent pas. C'est peut-être parce qu'ils considèrent... Pourtant, il y a plusieurs experts tunisiens qui s'y connaissent sur la matière, je dirais. Oui, heureusement pour la Tunisie. Heureusement pour la Tunisie. Mais permettez-moi de préciser quelque chose. Autant je peux être sectaire et dire que nous autres Tunisiens, on a commencé très tôt dans l'éthique. On a été le premier pays africain à faire un institut national de l'informatique, à avoir un secrétariat d'État au TIC. Autant je suis aujourd'hui jaloux, quand j'arrive à l'aéroport d'Abidjan, de voir nos amis ivoiriens, en même pas 30 secondes, je suis servi, il n'y a pas de queue, comme on en voit chez nous, et grâce essentiellement à la biométrie. Je ne crois pas que les grands directeurs de l'administration tunisienne ne soient pas au courant de cette technologie. Ils entendent parler, ils voyagent eux-mêmes, donc ils voient, ils sont certainement sollicités par un tas de prestataires. C'est peut-être un problème de, je dirais pas de priorité, je dirais plus un problème de pollution informationnelle par d'autres sujets qui sont moins prioritaires, mais qui accaparent ces responsables.
comme vous le savez aujourd'hui. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on va faire les législatives avant les présidentielles? Quelle va être la date? C'est ça le débat aujourd'hui. Mais ce n'est pas le débat comment on va faire. Donc, je ne pourrais pas répondre à la question du pourquoi, mais je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais je crois aussi au génie tunisien. Je n'exclus pas que dans quelques mois, rien que pour me contredire, on verra nos élections sous biométrie. Mais si Fathi, si je comprends bien, donc vous essayez de nous dire qu'aujourd'hui il ne s'agit pas de transmettre de manière unilatérale une certaine expertise à nos frères ivoiriens, mais plus que jamais il s'agit d'échanges d'expertise, puisque dans certains domaines nos frères ivoiriens sont plus avancés que nous. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'hôtel Africa qui est aujourd'hui construit sur l'avenue Habib Bourguiba a été construit suite à une visite effectuée par le président Bourguiba en 1965 en Côte d'Ivoire, où il a découvert l'actuel hôtel Ivoire, et c'est au vu de l'hôtel Ivoire que le président Bourguiba avait pris la décision de construire un hôtel semblable en Tunisie. S'il y a un pays où nous sommes installés dans l'échange d'expériences depuis des décades, c'est bien la Côte d'Ivoire. Je rebondis sur cette idée pour demander à M. Sedjoas, vous êtes à Tunis, qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui en Tunisie de manière précise, si possible? Alors, disons que au niveau du développement des TIC, nous avons compris qu'il faut une collaboration. Personne n'a le monopole de ce savoir. TIC, vous voulez dire technologie de l'information et de la communication, voilà, pour nos téléspectateurs. Tout à fait, merci. Alors, il faut comprendre que cette science s'enrichit aujourd'hui de sa dimension culturelle. Et nous avons l'avantage, la Côte d'Ivoire et la Tunisie, d'appartenir au même espace géographique qu'est l'Afrique, avec éventuellement des teintes culturelles qui diffèrent. Ainsi donc, on pense aujourd'hui que établir ce pont entre le nord de l'Afrique et le sud de l'Afrique permettra de dynamiser ces échanges quand on se rend compte que sous d'autres cieux, comme aux États-Unis, c'est toute une économie numérique qui supporte le développement humain même. Donc aujourd'hui, en venant voir nos frères tunisiens, c'est de réfléchir ensemble, d'établir un vrai partenariat win-win pour développer les échanges, on va dire, sur sud-sud, afin que nos deux peuples sortent gagnants. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est un enjeu majeur pour les grandes puissances, et ce serait dommage que les autres le voient ainsi et que nous-mêmes n'en prenions pas conscience. C'est donc cette volonté de sceller des liens forts qui sont déjà, qui existent depuis plusieurs dizaines d'années, des liens forts entre nos deux peuples, et échanger pour voir comment est-ce que nous pouvons capitaliser sur cet avantage technologique. Merci. Patrick, tu es le PCA, c'est-à-dire le président du conseil d'administration d'un groupement qui s'appelle GOTIC. Peux-tu présenter à nos téléspectateurs GOTIC? D'accord. Le GOTIC, c'est le groupement des opérateurs du secteur des technologies en Côte d'Ivoire. C'est l'ensemble des opérateurs qui se sont associés pour, je dirais, défendre les intérêts de la profession, mais assurer la transition numérique de l'État de Côte d'Ivoire, des entreprises ivoiriennes vers cette économie numérique que nous appelons de nos voeux. Et le GOTIC, dans ses missions, a pour vocation non seulement de renforcer l'expertise des entreprises locales, mais aussi de bâtir des partenariats avec les meilleurs acteurs qu'on peut trouver sur la place en Afrique. Et c'est dans ce cadre-là que le GOTIC a pris attache avec des structures comme l'UTICA dans la dimension informatique, Infotica. L'UTICA qui est la confédération patronale en Tunisie, voilà, pour nos téléspectateurs ivoiriens, évidemment. Tout à fait. Et Get IT qui est un GIE et d'autres pour... un GIE qui est présidé par notre ami Khaled Mehiri. Voilà, pour voir dans quelle mesure nous pouvons avoir des synergies, des complémentarités technologiques pour adresser les projets en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Et compte tenu du projet que la Côte d'Ivoire vise d'être émergent en 2020, il
il y a des marchés en Côte d'Ivoire qui ne peuvent pas uniquement être exécutés par l'expertise ivoirienne. Donc, dans ce processus d'accélération, on a besoin de bâtir des partenariats avec les meilleurs acteurs tunisiens qui pourront nous accompagner dans ce processus. Président, vous êtes vous-même à titre privé dans le secteur d'éthique. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites dans ce domaine depuis de nombreuses années? Oui, après avoir servi aussi dans un groupe de Philippe Télécom, j'ai créé la société Inertel, mais plus spécialisée dans le système de protection contre la foudre. Vous savez que quand même la Côte d'Ivoire, sur le littoral, c'est le pays qui est souvent foudroyé malheureusement. Et donc on avait fait une étude à l'époque, il y a quand même presque 2 millions de coups de foudre qui frappent le sol ivoirien depuis à partir de Belgerville. Combien? 2 millions de coups de foudre qui frappent le sol ivoirien. Donc vous protégez les Ivoiriens contre le coup de foudre, Président. Je suis un peu le parapluie. Le parapluie contre le coup de foudre. Voilà. Le paratonnerre. J'apprivoise la foudre, si vous voulez. Mais au-delà de cela, je suis aussi dans la formation. Mais à partir de l'UNETEL, j'ai créé aussi ce qu'on appelle l'UNETEL. Je suis fondateur de l'UNETEL, qui était l'Union nationale des entreprises des télécommunications, où il y a aussi tout ce qui est mobile, Orange, MTN, pour ne pas faire de publicité ici. Et après avoir géré cette structure pendant 20 ans, j'ai passé le témoin, il faut savoir aussi le faire, à un jeune qui aujourd'hui gère un peu ce secteur-là. Vous parlez bien d'économie et pas de politique, Président. Non, ce n'est pas. Je suppose que ce n'est pas une remarque gratuite. Mais non, je ne fais pas de politique, mais on fait la politique de développement. La politique du développement. Voilà. Et nous avons. Je suis dans la formation, je suis dans l'hôtellerie, je suis administrateur de société dans d'autres structures. Voilà. Mais il faut savoir, à un moment donné, savoir passer le témoin à cette jeunesse. Et c'est ça la politique de nos gouvernants. Il faut l'entrepreneuriat, créer d'autres entreprises où on a à la CGCI dont je suis administrateur, parce que ici nous sommes comme aussi au nom de Jean Kakou Diagou, le président du patronat que je voulais saluer ici. Nous avons un certain nombre de commissions à la CGCI, dont nous avons une charmante dame qui gère un peu cette commission, l'entrepreneuriat féminin. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, j'ai été aussi frappé qu'en Tunisie. Il y a pas mal de dames aujourd'hui, charmantes dames qui... En tout cas, l'équipe technique de notre plateau est constituée exclusivement d'éléments féminins. Je voulais saluer au passage. Merci pour elle, plutôt. Comme le président, mon vice-président, je vous ai dit, qui est chargé, qui est avec moi au patronat, dit, c'est en venant ici à cette... en répondant à cette invitation, c'était une manière de dire qu'on n'a pas d'autre choix. Il faut que l'Afrique, comme nos déventions ont compris, il faut qu'on travaille la main dans la main. Sage parole, Président Kamel Abidi. Que recherchons-nous, nous autres Tunisiens, en Afrique subsaharienne aujourd'hui, sur le plan d'éthique? Vaste question, hein, c'est une question fleuve. Hein. Oui, c'est une question fleuve. Quels sont les axes de développement les plus importants? Je pense qu'il y a 3 axes. Samahni Si Kamel, d'abord, vous-même, vous êtes sur combien de pays d'Afrique subsaharienne aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui sur 11 pays. Sur 11 pays, rien que ça. Oui. Et c'est avec un grand plaisir. Mais je tiens aussi à préciser quelque chose. Ce qui a été dit à propos de la Côte d'Ivoire est aussi valable pour beaucoup de pays d'Afrique. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui sont très en avance dans le domaine d'éthique. Ils ne l'étaient peut-être pas il y a 20 ans, mais aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, certains nous dépassent et c'est un plaisir. Le rattrapage est en train de se faire de manière très rapide dans ce domaine. Et il y a une émulation, c'est-à-dire que chacun veut faire mieux que l'autre. Et cette émulation-là est en train de créer un climat dans le monde des affaires extraordinaire. Par exemple, vous disiez qu'est-ce que cherchent les Tunisiens? Ben, les Tunisiens cherchent essentiellement un partenariat. Un partenariat. Voilà. Un partenariat multifacette. Et ce n'est pas seulement aller en Afrique pour signer des contrats. C'est Kamel, donc vous conseillez aux opérateurs tunisiens de ne pas être dans le one-shot, mais d'être dans le développement et l'implantation sur place, si j'ai bien compris.
Pas forcément l'implantation sur place. Le partenariat dans toutes ses variantes. Il y a un spectre très large dans le terme partenariat. Ça peut être un arrangement pour avoir un pied-à-terre, comme ça peut être un arrangement capitalistique où on investit, comme ça peut être un arrangement mixte où les deux investissent pour travailler non seulement sur ce pays, mais sur toute la région, voire toute l'Afrique. Et il y a d'autres formules encore plus fines. Je vais vous donner un exemple. Il y a un événement qui s'appelle Africa Banking Forum, qui s'est fait à Abidjan cette année et l'année dernière. Et ce qui est bizarre, ce qui est merveilleux et bizarre, l'événement est organisé par des Marocains. Plus de 50% des exposants sont tunisiens. Et la majorité des visiteurs sont ivoiriens. Et ça, c'est formidable. Et je ne pense pas qu'on puisse imaginer... Kamel, vous militez donc pour le développement de l'événementiel sur place, si je comprends bien. Entre autres. Mais moi, je voulais préciser quelque chose qui a été effleuré par le président. Moi, je tiens à dire aussi que aujourd'hui, l'éthique, c'est le domaine où l'investissement est le plus bas, contrairement à ce qu'on pense. Je m'explique. Pour être producteur de TIC aujourd'hui, le poste de travail des producteurs de TIC est très bas. Il est environ à 2 000 €. Ce n'est pas le cas de l'hôtellerie. Donc la création d'un emploi dans le secteur des TIC coûte beaucoup moins cher. Et rapporte forcément, elle va rapporter plus parce que là on est dans le monde du savoir. Le retour sur investissement est beaucoup plus rapide. Et malheureusement, on n'a pas tous, je parle là des pays africains, on n'a pas tous la même sensibilité face à cette nuance. C'est pour ça que je voulais ajouter cette précision-là à ce que disait au propos de notre président. Je sais. Oui. Que voyez-vous comme axe de développement actuel en termes d'échange entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire? Alors déjà, le premier axe, c'est le transfert de compétences. Il y a des pôles de compétences qui se sont développés au fil du temps dans les relations de la Tunisie avec l'Europe, les relations de la Tunisie avec le monde arabe, et qui peuvent servir pour notre environnement local en Côte d'Ivoire. Donc, les pôles de compétences peuvent être transférés, soit par un transfert de savoir-faire, soit par un transfert de technologies abouties qui sont déjà en exploitation en Tunis et qui peuvent être repliquées dans nos environnements. Il y a aussi le développement de nouvelles technologies. Aujourd'hui, je prends un exemple, le mobile est un des vecteurs des technologies de l'information qui s'est le plus répandu en Côte d'Ivoire. Pour vous donner juste un rapport, nous avons une population estimée autour de 20 à 22 millions. Donc il y a le recensement bientôt qui va confirmer ces informations. Et nous avons un taux de pénétration, je dirais, d'environ 80 à 84%. C'est-à-dire que vous avez environ 19 millions d'Ivoiriens, de numéros, de téléphones mobiles qui sont recensés, référencés. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est une opportunité sur laquelle nous pouvons rebondir. Une opportunité qui permettra par exemple de réduire la fracture numérique. Nous avons nos braves paysans, nos parents qui sont à l'intérieur du pays et qui peuvent tirer un grand avantage de ce développement des technologies. Alors, en venant en Tunisie, c'est d'exprimer justement ces opportunités, de les présenter à nos frères tunisiens et puis de voir comment ensemble on valorise cette opportunité. Naturellement, comme je dis, pour moi, le facteur culturel va faire la différence. Les mêmes technologies sont consommées par ailleurs sous d'autres cieux, selon des réalités qui leur sont propres, et ça produit du fruit. Aujourd'hui, on parle de smart city, des villes intelligentes, où les commodités du citoyen se sont nettement améliorées, parce qu'on a su adapter les technologies de l'information aux réalités locales. Nous avons d'autres réalités. Et il faut aujourd'hui qu'on fasse un think tank pour réfléchir ensemble à comment valoriser, capitaliser ces progrès-là pour le développement humain de nos peuples. Donc c'est un peu ça que nous sommes venus chercher en Tunisie. Et je peux dire, sans trop
de présomption que nous ne sommes pas déçus parce que nous avons vu aussi la Tunisie entamer cette démarche-là d'intégration. Naturellement, comme on dit chez nous, tous les arbres de la même forêt ne produisent pas la même saison. Donc on a chacun un niveau de maturité numérique, mais on pense justement, comme le président Mbengue l'a dit, trouver des points d'ancrage, des complémentarités. Superbe proverbe à retenir par nos téléspectateurs. Voilà. Donc, tous les arbres de la forêt ne produisent pas la même saison. C'est très beau. C'est très beau. Patrick, je sais que tu as rencontré Najib Abid, le PCA du pôle technologique de Sfax. Je sais que vous avez une série de rendez-vous qui sont prévus au niveau du pôle technologique de l'Razela. Mais je sais que nous avons aussi en Côte d'Ivoire un pôle technologique à Grand Bassam. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Le pôle technologique de Grand Bassam, qui s'appelle la zone franche de Grand Bassam. Le VTIB. Le VTIB, pour Oui. tous ceux qui sont familiers. Oui. De la stratégie. Le VTIB, c'est les initiales de... Le village des technologies, village des technologies et de la biotechnologie, de l'information et de la communication. C'est le VTIB. Donc, le VTIB se situe au cœur de la stratégie TIC de la Côte d'Ivoire. Et il se situe à 29 km Il se situe à 29 km d'Abidjan et il offre un cadre des infrastructures et surtout un cadre d'émulation pour que... Un cadre réglementaire offrant de nombreux avantages à tous les investisseurs potentiels. Voilà, tout à fait. Sans la moindre discrimination entre Ivoiriens et étrangers. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un cadre fiscal, un cadre technologique, un cadre, je dirais, un environnement qui permet à des entreprises, des start-up ou bien des entreprises multinationales de pouvoir investir sans risque sur une plateforme technologique avec l'émulation entre les différents acteurs. C'est un peu ce qui se passe dans des grandes, je dirais, zones franches en Europe, aux États-Unis. Et ici, nous sommes venus voir le retour d'expérience que la Tunisie a sur ces plateformes technologiques et comment ces plateformes technologiques ont pu dynamiser le développement de l'offre locale. Et à ce titre, nous souhaitons et nous allons organiser des benchmarks pour capitaliser sur le retour d'expérience et puis surtout réussir l'opérationnalisation de la zone franche de Grand Bassam. Pour revenir tout à l'heure au partenariat, les acteurs que nous sommes en Côte d'Ivoire avons codifié la nature des partenariats que nous attendons vis-à-vis des opérateurs tunisiens. Il y a 3 types de partenariats. Il y a le partenariat commercial, comme M. Labidi l'a dit tout à l'heure, en fonction, je dirais, de l'offre, de la maturité du produit, en fonction de la capacité d'investissement, on peut avoir une antenne commerciale pour se faire représenter. Mais ça ne s'inscrit pas dans un partenariat durable, c'est du one-shot. Il y a un autre niveau de partenariat qui est la complémentarité technologique. C'est-à-dire que on regarde les savoir-faire tunisiens sur des filières d'activité, on regarde les savoir-faire ivoiriens, on regarde les zones de convergence, on construit des offres ensemble et on adresse le marché local et sous-régional. À mon avis, c'est un des partenariats qui sera les plus prometteurs. Et puis ensuite, maintenant, il y a la volonté stratégique de s'installer en Côte d'Ivoire par des joint ventures, par des investissements directs. Et ça, il y a des acteurs qui commencent à le faire. Donc, autour de ces 3 types de partenariats, on offre une plateforme, qui est la zone franche de Grand Bassam, qui pourra héberger ces sociétés tunisiennes qui pourront venir en complémentarité avec des sociétés ivoiriennes, développer le business au niveau local. Voilà. Donc, pour revenir aux zones franches, nous allons visiter les zones franches de Sfax pour capitaliser sur le retour d'expérience et surtout savoir les trucs et astuces qu'il faut mettre en place pour accélérer l'opérationnalisation de la zone franche de Grand Bassam. Merci Patrick. Président, vous reviendrez dans quelques jours en Tunisie à la tête d'une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Où en sont les préparatifs de votre délégation? Ben, écoutez, ça se passe très bien, parce que nous avons 2 casquettes, pour ne pas dire administrateur patronat ivoirien. Et vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Notre mission, c'est de vulgariser ce secteur, surtout de TIC, puisque ce que je préside, et surtout accompagner les entreprises ivoiriennes et les mettre en contact, comme les prédécesseurs ont dit, et créer, si vous voulez, cette plateforme d'échange de donner et de recevoir. C'est un peu cela. Donc, nous avons une mission à partir du 18. Nous allons conduire
une délégation ivoirienne pour prospecter le marché tunisien. Et qui aura lieu pendant 4 jours. 4 jours. Le 18 à Tunis, le 19 à Sousse et du 20 au 22 à Sfax. C'est bien cela. Donc aujourd'hui, il faut que les Ivoiriens sortent pour voir un peu ce qui s'est fait ailleurs. Et je voulais au passage vous saluer pour cette marque de confiance, de solidarité, de fraternité. Et ça bouge, la Côte d'Ivoire, en ce moment. Donc nous serons là du 18 jusqu'au 24, pendant les 4 jours. Et ça permettra aux entreprises, parce que pratiquement toutes les entreprises sont membres de la Chambre de commerce. Une vingtaine d'entreprises. Une vingtaine d'entreprises qui seront là pendant ces 4 jours pour échanger avec leurs collègues dans tous les domaines. Là, ce n'est pas seulement les domaines d'éthique, c'est tout secteur confondu. Et je serai encore là. Mais merci beaucoup, Président. Si Kemel, j'allais dire si Fathi Samahni, je ne sais pas pourquoi, mais si Kemel, j'ai écouté pendant le forum de l'Institut arabe des chefs d'entreprise, les opérateurs économiques continuent à réclamer, nous sommes souvent dans le matlabia, on dirait en arabe, dans le matlabia, nous réclamons entre autres l'augmentation des lignes directes de Tunisair avec les capitales subsahariennes. Aujourd'hui, Tunisair assure des vols directs sur Dakar, sur Abidjan, sur Ouagadougou et sur Bamako. Les opérateurs demandent sans cesse l'augmentation des lignes. À mon sens, je vais vous dire honnêtement, moi qui suis entre guillemets africaniste, et je me rends assez régulièrement en Afrique, je pense qu'il est plus important de sécuriser, de stabiliser les vols existants aujourd'hui que d'en créer des nouveaux, parce que c'est davantage des échanges économiques qui génèrent du trafic aérien et qui poussent la compagnie aérienne à créer des lignes que le contraire. À votre niveau, si Kemel, que préconisez-vous pour augmenter de manière sensible le courant des échanges entre la Tunisie et l'Afrique subsaharienne en général, et avec la Côte d'Ivoire en particulier? Ce que vous faites déjà, cette émission, c'est une action que beaucoup d'autres chaînes devraient faire connaître l'Afrique. De sensibilisation, de vulgarisation. Absolument. De démystifier un certain nombre de préjugés. L'Afrique, ce ne sont pas les autres. L'Afrique, c'est nous. Nous parlons souvent en Tunisie de l'Afrique en pensant à l'Afrique noire. Mais en fait, nous faisons partie intégrante de cette Afrique. C'est notre Afrique. L'Afrique nous appartient à tous. C'est notre espèce vitale. Il nous appartient de lutter pour réduire les obstacles sur tous les plans de la circulation à la fois des personnes, des marchandises, des capitaux, toute forme de barrière à la création d'un grand espace économique, et pourquoi pas qu'économique, mais sur d'autres plans, un espace culturel, sur nos télévisions, sur nos radios. Nous n'écoutons pas suffisamment de musique africaine, et quand je dis musique africaine, je veux dire musique subsaharienne. Pourtant, la musique subsaharienne est une musique phénoménale. Elle est source d'inspiration pour de nombreux artistes européens, alors que dans notre Tunisie, nous n'écoutons que très peu les musiques de nos frères subsahariens. Kemel. Tout à fait. Là, on a parlé de la télévision, de la culture, mais je dirais aussi au niveau de l'éducation. Il faut qu'il y ait des programmes entiers qui parlent de l'Afrique. Moi, je ne vois pas en quoi certains pays très éloignés, on va les mettre dans un programme de géographie, alors que l'Afrique est mise à un niveau très faible. Subsidiaire. À la limite subsidiaire. Moi, je dirais, demander aujourd'hui, comme vous l'avez précisé, il ne faut pas aller dans la sollicitation permanente. Moi, je pense que c'est aux opérateurs de bouger.
de se prendre en charge, de prendre... Exactement. Tout à fait. Il ne faut pas attendre. Arrêtez de réclamer, c'est inutile. Le pays passe par une situation particulière. C'est aux opérateurs de réfléchir au mode de redéploiement sur ces destinations-là. Ça ne sert à rien de réclamer sans cesse. Vous voulez de nouvelles ambassades, ce n'est pas possible. Les nouvelles ambassades, qui va les financer ? Nous allons les financer avec l'argent du contribuable. C'est beaucoup plus facile de mettre en place des consortiums, de mettre en place des groupements d'intérêt. Ces groupements d'intérêt auraient pour responsabilité d'implanter des ingénieurs commerciaux, et pour le financement de ces positions d'implantation, il y a de nombreuses lignes de financement. L'État fournit aujourd'hui de nombreux outils pour faciliter le travail de l'opérateur. L'opérateur aujourd'hui, au lieu d'utiliser les espaces, les moyens qui sont mis à sa disposition, il se met dans une position de contestation systématique. Ouvrir de nouveaux postes diplomatiques n'est peut-être pas la meilleure solution. Nous avons besoin d'opérateurs économiques, de consuls honoraires, nous avons besoin d'interfaces et pas d'autre chose. Ce serait beaucoup plus efficace. Samahni si Kamel, je t'ai interrompu de nouveau. Non, mais je te repasse la parole. Ce que vous dites est absolument pertinent. Effectivement, par les temps qui courent, il est très difficile de demander à l'État d'investir, ambassade, lignes aériennes et tout ça. Par contre, je pense qu'il y a tout un catalogue d'actions qui coûtent très peu pour l'État et qui peuvent être mis en place très rapidement. Par exemple, la formule des consuls honoraires est une formule qui coûte quasiment rien, mais qui peut commencer à apporter. Et en économie, il n'y a pas un engrenage qui est plus important que l'autre. Chaque dent de l'engrenage économique est importante, parce qu'il suffit qu'il y en ait une qui casse, et c'est toutes les mécaniques qui s'arrêtent. Donc, il ne faut pas croire qu'on va mettre des engrenages très forts, des moyens très forts. Au contraire, c'est le dynamisme du Tunisien qu'il faut mettre en relief. Et à mon avis, le catalogue d'actions doit travailler beaucoup plus pour aider le dynamisme de l'entrepreneur tunisien, mais pas pour que l'État vienne encore investir. On a déjà des difficultés à investir dans certaines choses qui peuvent paraître encore plus vitales aujourd'hui. Le secrétaire permanent de la commission d'éthique à la Confédération, la Confédération patronale de Côte d'Ivoire, est-ce que la Confédération a prévu quelque chose pour l'accueil de tous ces Nord-Africains, des Tunisiens et des Marocains pour l'essentiel, qui arrivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire à la recherche d'opportunités d'échange? Tout à fait. Alors, il faut dire que le patronat ivoirien s'inscrit dans une logique de développement avec des partenariats stratégiques qu'il tisse déjà avec les pays du Maghreb. Avec le Maroc, on va dire que les choses sont beaucoup bien avancées. Récemment, on a reçu une visite d'hommes d'affaires marocains qui ont signé un certain nombre d'accords cadres en présence de Sa Majesté le roi Mohamed VI et de nos autorités à Abidjan. Tout ça pour intensifier les flux économiques entre nos deux pays. Avec la Tunisie aussi, c'est la même démarche. C'est la raison pour laquelle justement nous sommes présents ici, pour dire qu'en dehors même du secteur des TIC, il y a des opportunités, des champs, des domaines complets à explorer dans la coopération avec nos frères de Côte d'Ivoire, de Tunisie, excusez-moi. Alors, il y a des missions économiques qui sont organisées, tant vers ces pays que de recevoir des missions économiques qui viennent de ces pays-là. Il y a des initiatives pour favoriser justement les échanges. Et pour vous dire, pas seulement à l'attention des pays du Maghreb, mais déjà il y a une forte volonté d'intensifier, d'intégrer les États de la zone CEDEAO. C'est comme cela que, par exemple, le patronat ivoirien dirigé par le président Jacques Akou-Diagou assure aussi la présidence de la FOPAO, qui est la Fédération des organisations patronales d'Afrique de l'Ouest, avec pour objectif de ne pas laisser chaque patronat faire sa petite cuisine, mais c'est de voir comment on crée des points de convergence, des synergies fortes qui permettent à cette plateforme CEDEAO de se développer. Donc, c'est dire que la Côte d'Ivoire est vraiment
dans cette dynamique de partager, de recevoir, de donner et de créer un creuset de développement permanent pour nos différents peuples, nos États. Merci. C'est un ministre dans l'équipe du président Ouattara déploie un trésor d'énergie aujourd'hui. Je veux citer le ministre de la Poste et d'éthique de Côte d'Ivoire, mon ami Bruno Koné. Bruno Koné est aussi porte-parole du gouvernement. Il a accepté de patronner Consult Afrique, salon entre guillemets tunuso-ivoirien qui aura lieu du 11 au 13 novembre à Abidjan. Ce serait une grande messe d'éthique, la grande messe d'éthique des échanges entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Patrick, où en sont les préparatifs de cet événement qui est patronné par Bruno Koné? Et est-ce que, seconde question, est-ce que vous serez présent du 21 au 23 septembre à ICT for All, à la tête d'une délégation ivoirienne? D'accord. Déjà, avant de répondre à la question, je vais préciser le cadre. La Côte d'Ivoire est en train de vivre un processus qui va générer un deuxième miracle économique avec la politique et la stratégie d'émergence qu'a engagé notre président de la République. Au cœur de cette stratégie, le secteur d'éthique joue un rôle important avec les actions du ministre Bruno Koné-Nabouagné, et qui a souhaité, dans le cadre de ce processus, accélérer l'ensemble des projets TIC que la Côte d'Ivoire doit mettre en œuvre. Excuse-moi Patrick, on parle bien en principe d'un taux de croissance de 10% pour 2014, après les 8,5 à 9% que la Côte d'Ivoire a réalisé en 2013, on aspire bien à un taux de croissance en 2 chiffres en Côte d'Ivoire en cette année. Tout à fait, un taux de croissance à double digit, il sera à 12, 13, on ne sait pas, mais en tout cas il sera à 2 points, à 2 chiffres. À 2 chiffres. C'est clair. Et donc au cœur de cette stratégie s'opère je dirais, toute une série d'actions autour des TIC, menées par, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par le ministre Bruno Koné-Nabouagné. Et il y a une volonté d'accélérer la mise en œuvre de ces projets. Et comme je le redis encore, et le savoir-faire ivoirien ne peut pas seul assurer la mise en œuvre de tous ces projets, parce que ces projets sont à des niveaux de maturité d'offres qui nécessitent de la coopération avec des acteurs locaux. Et il suppose aussi des budgets relativement importants. Il suppose des budgets relativement importants. Donc c'est dans ce cadre que le ministre a souhaité organiser cet événement, Consult Afrique, qui va permettre à des opérateurs ivoiriens de venir à la rencontre d'opérateurs, notamment tunisiens, puisque ça va se faire dans le cadre de, je dirais, des relations ivoiro-tunisiennes. Donc le groupement que je représente va clairement envoyer des acteurs en septembre venir à la rencontre des opérateurs tunisiens pour dire voici ce qu'on sait faire, voici ce qu'on attend de vous, voici les projets, voici derrière la feuille de route. Donc ce processus est en cours et nous sommes là en avance de phase dans l'élaboration et dans la mise en œuvre concrète de ce processus, quoi. Donc le groupement que je représente est acteur et je dirais volontaire dans ce processus. Donc nous serons présents. Vous serez présent, et est-ce que vous serez présent en septembre? En septembre à Tunis pour ICT for All? On sera présent. À coup sûr. À coup sûr. Merci. Président, vous serez reçu à la Confédération patronale tunisienne, à l'UTICA, l'organisation patronale tunisienne, lundi à midi. Qu'est-ce que vous allez dire à vos homologues tunisiens? Qu'est-ce que vous allez dire à Kaïs Selemi, le président de la Fédération d'éthique? Je crois que j'ai eu l'occasion de le saluer au passage. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à Abidjan. On dit que nous avons les mêmes missions. C'est d'être l'interface entre le secteur privé et le pouvoir public. Et je pense qu'ensemble, je pourrais dire, mettons-nous ensemble pour développer l'Afrique. En un seul mot. Mettons-nous ensemble. Parce que l'Afrique a besoin de nous. Créons la richesse, accompagnons nos entreprises, surtout d'une manière spécifique, Côte d'Ivoire, Tunisie, parce que, vous voyez, aujourd'hui nous sommes, ça fait quand même pratiquement 1 an, les avions sont pleins,
La Côte d'Ivoire, et c'est pas au-delà même, vous parlez du ministre Koné qui vient en septembre, mais c'est tous les jours. Le Premier ministre, le Président de la République. Il ne fait pas de mission économique sans les opérateurs ivoiriens. Allez voir un peu ce qui se fait de l'autre côté. Donc la Côte d'Ivoire, les opérateurs, tant dans le domaine TIC, le domaine agricole, à tous les salons, aux différents forums qui se font sur toute la planète, on est présent. Pour dire qu'aujourd'hui, il faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas fermer. Nous sommes un pays libéral. Et donc à ce salon qui a lieu du 11 au 13 septembre, du 11 au 13 novembre. Du 11 au 13 novembre. Et la Côte d'Ivoire s'y représente. Et donc demain, le lundi, à notre rencontre, notre collègue, je lui transmettrai les salutations de Jean Kapoudiagou, qui est son collègue. Nous aurons l'occasion d'échanger, de voir un peu comment le patronat tunisien et ivoirien peuvent ensemble trouver les meilleures formes pour pouvoir aider nos entreprises membres à prospérer. Merci Président. Si Kamel Abidi, vous avez déployé vos activités en Afrique depuis de nombreuses années. Vous dirigez un cabinet qui s'appelle IDEE. Avez-vous mis en place des idées pour venir en aide aux jeunes consultants tunisiens qui, dans votre domaine, essaient de s'implanter en Afrique subsaharienne? Oui, on l'a déjà fait. Il nous est arrivé d'avoir des partenariats avec de jeunes Tunisiens, de jeunes sociétés tunisiennes, que nous avons intégrés à nos opérations. Et cela leur a permis de connaître, de faire leur premier pas en Afrique, sous la coupe du groupe IDEE. Et aujourd'hui, je suis satisfait, je suis ravi de constater que certains, et je dirais plus de la moitié, opèrent aujourd'hui sur l'Afrique. Mais de même, directement, ils ne passent plus par nous. On n'a pas fait le rôle d'incubateur au sens classique du terme, mais nous au sens opérationnel du terme, dans la mesure où on a permis à ces jeunes sociétés de faire leur premier pas avec nous. Et aujourd'hui, ils opèrent tout seuls, et j'en suis ravi. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'insiste pour dire, c'est aux opérateurs eux-mêmes d'y aller, de forcer, je dirais... De s'investir et d'y investir. Leur inertie en s'investissant. Il n'y a pas de gros investissements à faire. Il y a juste une énergie à mettre en place et éviter de penser que l'Afrique c'est loin, que l'Afrique c'est compliqué, que l'Afrique c'est ceci, c'est cela. Au contraire, je pense qu'il est beaucoup plus facile de travailler sur l'Afrique que d'aller travailler sur l'Europe aujourd'hui. Bien sûr, l'Europe est mieux balisée, normalisée, parce que tout est déjà bien répertorié. Mais je dirais, à la limite, si c'est bien fait, c'est qu'il y a beaucoup de concurrents, puisque tout le monde va venir là-bas. Alors moi, je dis au contraire. Moi, je vais en Afrique. C'est là où nous baliserons avec nos amis africains, nous créerons des normes, nous créerons des process, des partenariats qui vont devenir, avec le temps, les règles de travail chez nous, en Afrique. On se sent mieux chez nous. Pardon ? On se sent mieux chez nous. On se sent mieux chez nous. Je ne vous le fais pas dire. Monsieur C, en tant que secrétaire de commission, que pourriez-vous faire pour assurer la présence d'un maximum d'opérateurs économiques ivoiriens en septembre sur ICT for All et un maximum d'opérateurs à la fois tunisiens, ivoiriens et pourquoi pas d'autres nationalités sur Consult Afrique en novembre 2014. Bien, alors il faut dire que la commission TIC du patronat a des missions qui sont celles de vulgariser justement les technologies de l'information auprès de nos entreprises. Donc notre vocation n'est pas de nous substituer au gothique qui travaille vraiment pour la valorisation de ce secteur. Excusez-moi, donc j'aurais dû poser la question à M. Patrick Mbeng, si je comprends bien. Bon, en fait, ça c'est déjà fait. Ah, ça c'est déjà fait. Donc, on ne va pas se substituer au gothique, cependant. Oui. Cependant,
Nous sommes dans la création de valeur ajoutée dans les productions des autres domaines de l'économie ivoirienne. Qu'est-ce que les TIC peuvent apporter aux différents domaines agricoles, pétroliers, dans les mines, etc., dans l'industrie, les services, etc. Pour nos entreprises membres. Pour les entreprises membres, voilà. Alors, nous allons sensibiliser nos entreprises sur cet événement Consult Afrique qui va bientôt se tenir. Nous allons les sensibiliser sur l'intérêt qu'il y a. Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est seulement une rencontre de professionnels des TIC. Il faudrait que les entreprises des autres secteurs se sentent intéressées par ça. Parce que dans les échanges qu'on peut avoir, pour nous, dans notre démarche en tant que, je parle des entreprises de services numériques, c'est d'identifier d'abord des besoins pour ensuite apporter des solutions que les TIC facilitent. Donc c'est bien que ces entreprises-là puissent aller voir, aller discuter, aller comprendre certains enjeux pour leur secteur d'activité. Et nous allons donc envoyer une circulaire donc pour les informer de la tenue de cet événement, les encourager fortement à y être et à soutenir justement cette politique d'ouverture menée par le gouvernement ivoirien par le biais de son ministre en charge des TIC. Merci Monsieur C. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous allons faire un dernier tour de table et nous laisserons le mot de la fin au président. Mais Patrick, un message aux spectateurs, aux téléspectateurs, je dirais, aux téléspectateurs tunisiens, mais aussi aux téléspectateurs ivoiriens, parce que cette émission va être diffusée aussi à Abidjan. D'accord. Déjà, un message aux téléspectateurs tunisiens. Nous avons été agréablement surpris par le développement du secteur des TIC en Tunisie. Les espoirs que nous avons fondés dans cette mission sont en train de se réaliser parce que nous avons conscience que nous allons trouver les bons partenaires et qui sont alignés dans la même vision stratégique que nous avions avant de venir sur place. À destination des Tunisiens qui ne sont pas du secteur, j'ai apprécié le caractère jovial, agréable des Tunisiens et je pense que la fraternité tuniso-africaine et tuniso-ivoirienne est une réalité, c'est pas un concept, c'est une réalité. Maintenant, à destination de nos entrepreneurs ivoiriens, consommateurs des solutions technologiques que nous allons leur apporter, je vais leur dire que clairement, avec le partenariat tunisien, avec l'entreprise TIC tunisienne et l'entreprise TIC ivoirienne, nous saurons trouver les meilleures solutions pour adresser leurs problématiques de transformation, d'accélération de leur développement et que clairement les sujets qui consistent à pouvoir mettre en place des technologies maîtrisées localement avec de la compétence pour les assister dans tout leur cycle de vie sera une réalité si ce partenariat s'opère concrètement et c'est le sens de cette mission, quoi, voilà. Donc nous sommes satisfaits de cette mission. Elle n'est pas encore terminée, on a encore des acteurs à voir. Et comme M. Labidi a dit tout à l'heure, il faut que l'opérateur tunisien repense son image de son partenariat avec l'Afrique. L'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire en particulier, c'est une explosion de croissance. Donc ils nous rejoignent dans cette explosion de croissance pour, je dirais, assurer leur deuxième souffle de développement parce que le développement à l'international en Europe est en train de se tarir. On connaît la situation. Merci Patrick. Si Kamel. Moi, je souhaiterais justement rebondir sur ce que vient de dire... Rebondir, mais brièvement, s'il vous plaît, parce que nous devons rendre le plateau dans 3 minutes. D'accord. Mais je dirais, je n'aime pas personnellement, quand on parle de croissance, que ce soit un chiffre ou à 2 chiffres, parce que j'ai l'impression qu'on transforme tout le business en de l'argent uniquement. Moi, ce que je veux dire à nos amis ivoiriens, africains de manière générale et ivoiriens en particulier, c'est qu'ils croient au génie africain. Et qu'un partenariat entre pays africains apporte 10 fois, 100 fois plus que quelque chose qui est imposé de l'Occident avec leurs normes, leurs règles, leurs logiques, alors que nous avons notre sensibilité. Et entre Africains, on peut bâtir énormément. Et quand je dis entre Africains, je parle de l'Africain consommateur jusqu'au Africain investisseur, Africain opérateur. Merci.
Monsieur Sejoas. Oui, je vous remercie. C'était vraiment plaisant de se retrouver à Tunis. On y est comme en Côte d'Ivoire. Il y a une délégation ivoirienne, une forte délégation ivoirienne d'entreprises ivoiriennes qui va venir lors de l'événement du 18 au 22 juin. Du 18 au 22 juin. Déjà. Dans la Chambre de commerce. La Chambre de commerce. Ensuite, il y a la participation du 21 au 23 septembre à l'occasion de la tenue du salon ICT Forum. Tout à fait. Donc ça marque notre intérêt. Nous allons aussi, il y a un événement qui est organisé par le patronat ivoirien qu'on appelle les Journées de l'entreprise numérique, qui, pour aider les chefs d'entreprise à prendre en main justement la destinée de leur stratégie numérique, de leur transition numérique au niveau de leur entreprise, nous allons inviter, et nous invitons là, les entreprises. Ça se déroule à quelle date? Ça se déroule le 5 et 6 novembre 2014. Et pourquoi ne pas les tenir pendant Consult Afrique, alors à ce moment-là? Ce serait quand même le plus simple. Bien. De toute façon, avec le président Loukou présent, avec le président Beng, on aura l'occasion donc de peaufiner les choses pour faire quelque chose d'assez grand. Et donc, on souhaite que la Tunisie soit massivement représentée. Alors là, j'insiste là-dessus, que les chefs d'entreprise tunisiens viennent en Côte d'Ivoire pour montrer le savoir-faire et aider les entreprises de Côte d'Ivoire à capitaliser sur cette expérience qui est finalement africaine. Merci, Monsieur C. Droit d'aînesse oblige, comme le veut la tradition africaine. Le mot de la fin revient, bien entendu, au président Loukou. Merci. Je voulais, au nom de la CGCI, au nom du patronat ivoirien présidé par Jean-Claude Koudiavou, vous remercier pour nous avoir associés à cet événement aussi important. Depuis 4 jours, nous nous sommes sentis chez nous. Et je voulais vous saluer. Saluer pour cette réussite, pour dire que nous sommes ensemble, nous devons changer l'image de l'Afrique. Pas une Afrique qu'on voit aujourd'hui de guerre, de famine. Nous devons capitaliser nos expertises, nos efforts pour construire cette Afrique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la croissance. C'est pour les jeunes, créer la richesse. Mais c'est ensemble. Et je voulais vraiment vous dire que nous avons été heureux depuis notre arrivée. Et croyez-moi, nous ne serons pas... nous rendrons compte. Le président, je vous ai dit que nous serons là encore du 18, en septembre et en novembre. Changeons l'image de l'Afrique. Mettons-nous ensemble. Commençons par la Tunisie. Et nous commencerons avec d'autres pays, mais ensemble pour l'Afrique. Merci encore pour cette invitation. Sur ces paroles sages, nous clôturons notre émission. Merci, Président Loukou Kouadio Michel, administrateur du patronat ivoirien. Merci, Patrick Beng, PDG du groupe Innova et PCA de Gothic. Merci, petit frère C. Joas, PDG d'ISNA. Merci à Assi Kemel Abidi. Je saisis l'occasion pour remercier les autorités ivoiriennes pour toute l'aide et l'assistance, l'accueil qu'elles réservent régulièrement aux délégations tunisiennes qui se rendent sur Abidjan. Merci au président Ouattara, à son Premier ministre qui a réservé un accueil royal à la délégation économique tunisienne février passé. Merci Bruno Koné, porte-parole du gouvernement, pour toute l'aide que tu apportes à tes frères tunisiens. Merci, chers téléspectateurs, et à très bientôt sur une nouvelle émission du Dialogue ouvert. Aïza El Mouchahidine. Shukran.